Trouvant cette vidéo très intéressante, je vais coller mon commentaire à la fin, partager surtout au maximum. J'ai dit bien partager. À la fin, je colle mon commentaire, on se retrouve. Il faut toujours imiter ce qui marche chez les autres. C'est parce que nous, les Africains, nous n'imitons que ce qui ne marche pas chez les autres. On imite la soi-disant démocratie à l'occidental, ce que l'ancien collaborateur de collabo de Vichy, Mitterrand, tu sais qu'il était à Vichy avec le général Pétain, hein, c'était un traître. Hein. Mitterrand, ce n'est pas De Gaulle, il ne faut pas les confondre. Hein. Donc, ce collabo de Vichy, là, qui a inventé à la boule sa soi-disant démocratie pour les Africains, ça a donné quoi? En France, même la démocratie aujourd'hui, regardez bien, ça donne quoi? 49-3 ou ça donne quoi? Absolument. Donc, il y a un moment où moi, je veux. User du 49-3, oui, non. Puisque c'est ça qui marche tous les jours là-bas. Moi, je veux qu'on suive les pays où ça marche. La Chine a combien de partis politiques? Elle fait trembler les États-Unis. Le Vietnam, combien de partis politiques? L'économie marche. Ils sont les premiers producteurs aujourd'hui de cajou, de café, de ceci. Ça marche. La Corée du Nord, combien de partis politiques? Un petit pays, il est assis sur son arsenal nucléaire et les Américains tremblent. L'Iran, hier, devant nous, combien de partis politiques? En 47 ans d'embargo total contre ce pays, il fait trembler tout le monde aujourd'hui. Pourquoi un pays africain ne ferait pas trembler les autres un jour? Et on vous distrait avec des histoires de démocratie, de droits de l'homme et d'élections. Mais comment vous voulez réussir si vous n'avez pas une direction ferme pour diriger vos pays? Le président est assis tous les jours, il a des soucis. Hein, bientôt, les Blancs là vont encore venir dire on va faire les élections. Mais, ils ont déjà trouvé leurs hommes de paille, ils ont placé, ils payent. D'ailleurs, ils engraissent nos jeunesses dans leur pays pour dénigrer les autorités de nos pays. C'est pas normal. Est-ce que toi, tu as ici quelqu'un qui insulte la France matin, midi, soir, que tu payes par mois? Pourquoi eux, ils font ça? C'est parce qu'ils savent que c'est le seul moyen de vous arrêter pour toujours. Donc, nous devons suivre les exemples qui marchent. Je voudrais qu'on aborde un troisième axe avant la pause, l'axe des attaques sécuritaires, du mercenariat et la doctrine de la défense, que je l'ai intitulé. Le journal Tiani a qualifié les assaillants qui ont attaqué le Mali, surtout cette année, d'armées de mercenaires à la solde de la France et de l'Occident. Il n'a pas mâché ces mots, il n'a pas utilisé de formule diplomatique. Il a réaffirmé que le combat est d'abord une guerre de souveraineté et d'indépendance. Et donc là-dessus, le général dénonce ce sponsoring occidental derrière notamment l'attaque de l'aéroport. Comment analysez-vous cette ligne de défense et cette rhétorique de rupture totale avec les anciens partenaires? Mais ce n'est pas le Niger qui veut la rupture. Quand le général Tiani parle de l'attaque de l'aéroport, il y a eu l'attaque à l'aéroport, tout le monde l'a vu, il n'invente pas, ce n'est pas une affabulation. Donc c'est des faits. Il sait qu'à la moindre faiblesse, les autres vont en profiter pour semer la pagaille générale dans le pays. Et est-ce qu'on a besoin maintenant de prendre des gants pour dire que c'est la France qui orchestre? La France ne le cache pas. Et quand je dis la France, pardonnez-moi, ce n'est pas toute la France. Je l'ai dit ici que tout bon Français, c'est que les Africains sont en train de réclamer leurs droits légitimes. Il s'agit d'une bande d'oligarques qui ont sponsorisé un jeune sorti de nulle part qui en 2 ans est devenu président. Au Togo, tu peux faire ça. Tu peux devenir président, on ne te connaît pas. Tu sors de quelque part et puis en 2 ans, tu es président. Alors, on a sponsorisé quelqu'un pour devenir président, pour semer la terreur, et avec sa bande d'oligarques, ils sèment la terreur d'abord sur les Français. Ils sont en train de brûler tout le pays. Hein. Ils ont les moyens de demander de l'aide pour éteindre les incendies en Gironde. Ils ne le font pas parce qu'il faut brûler les Français. Ils les ont appauvris, il faut les brûler. Et c'est les mêmes qui viennent chez nous ici. Non, Excellence, l'incendie est un phénomène naturel. Phénomène naturel, mais si c'était dans un pays... si c'était dans un pays africain, si c'était dans un pays africain, leur Wassim Nasser, ces derniers seraient en train d'expliquer que c'est l'absence de démocratie qui a amené les incendies. Tu sais ça. Tu sais ça. Et surtout si c'était dans un pays de l'AES. Tu imagines, on aurait dit même que c'est les Russes et Africa Corps qui sont en train de mettre le feu. Donc vous n'allez pas être l'inverse de Nasser, Nassim Wassim. Oui,
s'il faut être son... la meilleure on dit, la meilleure arme contre un ennemi, c'est un autre ennemi. Donc, donc il faut être son inverse. Parce que ces gens-là, on ne peut pas laisser 2 ou 3 bougres terroriser des pays entiers quand même. Quand même. Donc, le général Tchiani, tu sais, c'est ça que j'adore chez lui. Il est limpide. Il a cité la France, il a cité les pays voisins africains qui sont mêlés à la trahison. Mais il n'a pas de langue de bois, lui. Mais pourquoi il ferait la langue de bois? Il est responsable d'un pays. Et quel pays? 1 260 000 km². Quand je vois les pays microscopiques qui gesticulent, qui se prennent pour des puissances de machin, quand quelqu'un a la responsabilité de 1 260 000 km², on doit le respecter quand même. Alors, pourquoi il prendra des gants pour parler? Les pays voisins qui mêlent leur sale gueule dans la trahison pour tuer leurs frères noirs, leurs territoires ne font même pas un département du Niger. Pourquoi ils devaient se taire? Il faut mettre chacun devant sa responsabilité. Didier Alaou. Oui, et quand on dit que le terrorisme a des sponsors et que le terrorisme est sponsorisé par la France et les pays occidentaux, comme l'a précisé le général, les gens pensent souvent que c'est des histoires que les gens racontent, mais ce n'est pas vrai. C'est établi et c'est documenté que les Occidentaux et la France cherchent à déstabiliser les régimes de l'AES pour reprendre le contrôle de leurs ressources naturelles. Ça, ce n'est pas faux. Il y a un agent de la DGSE, au moment où l'ambassadeur Sylvain Ité a été chassé du Niger, qui est monté sur un plateau bien connu d'un média français pour dire clairement à la face du monde, eh bien maintenant que notre ambassadeur n'est plus au Niger, il a quitté, c'est le moment pour nous de monter des opérations de sabotage et de déstabilisation. C'est un agent de la DGSE qui est venu dire ça publiquement sur un média français. Donc, quand on dit que les Français, les impérialistes sont toujours aux aguets et ne cherchent qu'une seule chose, déstabiliser l'AES pour reprendre le contrôle de ces ressources, ce n'est pas des histoires qu'on raconte, c'est des faits, c'est établi et c'est même documenté. Et il n'y a qu'à voir ce que la France est en train de devenir aujourd'hui depuis que les 3 pays de l'AES ont révisé leur code minier. Vous savez que la France aujourd'hui n'a plus de souveraineté sur l'uranium, cette denrée dont les grandes puissances ont besoin aujourd'hui pour le nucléaire civil et même le nucléaire militaire pour fabriquer les bombes, les munitions, etc., les explosifs. Donc, vraiment, c'est quand vous voyez un peu comment le Niger a repris donc ces mines, vous ne pouvez pas imaginer quand même que cela fasse plaisir à ceux qui l'exploitaient à moindre coût et presque gratuitement en laissant donc les pays sur le carreau. Donc c'est une réalité. Encore une fois, je l'affirme, ce n'est pas une vue d'esprit que de dire que l'AES a des ennemis qui rôdent et qui veulent la déstabiliser. J'ai un chapitre qu'on ne pourra pas aborder dans la première partie, c'est la diplomatie régionale avec le dossier du Bénin. Je promets y revenir dans la seconde partie. Pour conclure la première, Excellence, en une phrase, quel est le défi majeur qui attend le pouvoir de refondation au Niger pour l'année à venir, selon vous? Le défi majeur s'appelle le terrorisme français. Il faut le combattre, c'est tout. Comme ils le font déjà? Oui, oui, il faut renforcer la lutte contre le terrorisme français dans le Sahel. C'est tout. Le terrorisme français est épaulé par les nazis ukrainiens. C'est ça qu'il faut. Est-ce que l'Ukraine a assez d'énergie encore? Oui, quand il s'agit de tuer, quand il s'agit de tuer les Noirs, tu sais, un nazi, c'est un nazi. Quand il s'agit de tuer les Noirs, ils en ont. Voilà. Didier? Non, je pense que le défi principal, c'est vraiment de continuer à développer le pays, de continuer à générer des impacts positifs pour le développement, tout en faisant face continuellement aux défis sécuritaires. Et sur les 3 ans, vous estimez que le péril a reculé?
Le péril est en train de reculer si ce n'est vraiment la pression sécuritaire qui ne cesse. Chaque jour, il y a toujours des tentatives, il y a des attentats. Comme la dernière attaque de Ngigmi. De Ngigimi, par exemple. L'armée est tombée dans une embuscade avec 17 personnes. Oui, donc il y a trop de pression, ce qui fait qu'on peut ne pas percevoir vraiment le travail que les pouvoirs de l'AES sont en train de faire, mais c'est à cause de la pression accentuée de tous les jours. Sinon, l'armée unifiée est en train de faire un travail très très formidable.